Les événements de la ruche font le tour du monde, le choc est là. Et surtout, Egghead devient le théâtre d'un drame sans précédent. Le retranchement de Luffy, la défaite de certains personnages, tout ça sur fond d'un séisme sans précédent. Lulusia a été détruit et ce qui reste, c'est Enies Lobby, ou presque. Enfin, il y a un point commun dans cette affaire. Et dans cette vidéo, évidemment, on décryptera tout ça. Surtout les paroles du Gorosei qui ont énormément d'importance pour la suite de One Piece. Et on parlera forcément des deux théories qui ont été survalidées dans ce chapitre pour nous. Et bienvenue sur Raftel et Nakama. Et avant de commencer, un petit message, parce qu'effectivement, dimanche, on sera à l'événement One Piece. Donc quelque part sur Paris, pour l'instant l'événement reste secret. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vous filmer quelques petites brides, qu'il y aura peut-être quelques petits reels ou stories sur Instagram et qu'on vous fera ensuite une petite vidéo de tout ça et on vous dira forcément notre ressenti de cette grande soirée One Piece. T'exagères, il y aura forcément, il y en aura sur Instagram, il y aura des reels, il y aura des vidéos, il y aura tout ça. On aura une vidéo résumée de l'événement parce que en vrai on sait pas à quoi s'attendre. Je vous avoue que l'événement est tellement caché qu'on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui va se passer là-bas. Au début on croyait que ça allait durer le temps de l'épisode, puis on a eu pour information qu'il va se passer quelque chose avant et aussi après et que pendant toute cette période, il est interdit de sortir de l'endroit en question. Du coup, je ne sais pas. Il y aura Glénat, il y aura Abyssal, il y aura énormément en fait d'intervenants du manga en France, des ayants droit de One Piece. Donc en soi, on peut qu'être content. Il y aura aussi d'autres influenceurs sans doute, mais on n'a pas de nom pour le moment. Vraiment, on n'a aucune communication là-dessus. On découvrira sur place. Et si jamais vous voulez faire une rencontre abonnée juste avant, eh bien on essaiera de se libérer. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit message sur le réseau social de votre choix, Instagram, Discord, bref, ce que vous voulez, et on verra ça ensemble. D'ailleurs, petit mot très rapide parce qu'il faut commencer la review sur les lives qui sont super ces temps-ci. Hier, on a offert 2 packs collector, enfin 2 boosters collector One Piece pendant le quiz, mais surtout pour les réactions live, vous êtes vraiment là, vous êtes assez nombreux et vraiment, c'est juste incroyable. Donc venez les Nakama, ça fait plaisir et franchement, partagez la découverte d'un chapitre avec vous, ça n'a pas de mots pour être décrit. Franchement, merci les Nakama. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Cette semaine, One Piece fait la couverture de Shonen Jump, mais pas tout seul. C'est un événement spécial, semble-t-il. C'est sans doute la Golden Week. Non, je ne sais pas si c'est la Golden Week. Je ne sais pas quel est l'événement, on aurait dû chercher. Mais en tout cas, on a le Monster Trio avec Chopper au milieu. On peut aussi voir que la plupart des personnes qui sont sur cette couverture, la plupart des personnages d'autres mangas, sont toujours en trio. On ne sait pas trop pourquoi. C'est peut-être une signification au Japon, un événement spécial, quelque chose en lien avec le chiffre 3, tout simplement. C'est mon chiffre préféré, donc je peux vous dire que ça me fait plaisir déjà. Donc c'est sympathique. Pour la cover, on a Nami qui est en train de dessiner des cartes et une vache qui lui apporte gentiment un bol de lait chaud. Donc la cover, pour l'instant, honnêtement, elle est top, il n'y a rien à dire de plus, à part peut-être un petit détail, c'est qu'on a un Sanji qui est complètement à fond derrière la fenêtre, voilà. Si vous l'avez vu, eh bien bravo à vous, parce que nous, c'est vrai qu'aux premiers abords, on l'avait complètement zappé. Exactement. D'ailleurs, en fait, le lait a été rapporté par la vache, mais c'est un cadeau de Sanji. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est le lait de la vache? J'étais sûre que t'allais poser cette question, elle est horrible, je trouve. Mais pourquoi? C'est une vache, elle a le droit de produire son lait. Ouais, honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment envie de voir le bol de lait et de savoir d'où ça vient directement avec la vache à côté. Je sais pas, moi personnellement ça me gêne. Je sais pas, là tu viens d'insulter tous les fermiers qui nous regardent quand même. Bah non, les fermiers c'est pas le problème, c'est de boire un bol de... Enfin oui. Oui, non, mais les fermiers ils ont la vache à côté et puis ils se servent le lait quoi. Et ouais, mais c'est pas la vache qui apporte elle-même le lait. Oui, enfin, ouais, je comprends. Là, du coup, excusez-moi, ouais, c'est ma faute. Je peux comprendre. En tout cas, peut-être que cet endroit, c'est une partie du Sunny qui est totalement interdit aux hommes. Ça peut faire sens, car on le sait, il y en a dans le Sunny. C'est le quartier des femmes. C'est pour ça que Sanji ne peut pas entrer lui-même, et on rapporte un mot de Sanji et le verre de lait pour dire Nami Swan, Nami chérie, je pense quand même à toi. Première vraie page du chapitre, nous sommes au village Fuchsia. Les informations sur la chute de Garp sont enfin arrivées et le village s'affole. Leur protecteur semble être tombé, mais heureusement, rien ne dit qu'il est mort. Le maire du village, lui, appelle à la raison. Cet homme est une vraie légende, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et là, il entend un rire, c'est celui du bébé de Makino. Il le fait pleurer par inadvertance. Heureusement, Makino est là et elle le calme directement. Elle explique alors que tout le monde est sur les nerfs, tout simplement. Et que depuis peu, son enfant connaît le visage de Luffy grâce aux journaux. Il s'est même familiarisé avec celui-ci. Du côté de Dadan, la réaction est la même. Tous s'inquiètent pour Garp et Luffy, alors qu'en parallèle, le monde entier subit un événement bien étrange. Oui, le monde entier. North Blue, East Blue, West Blue, South Blue et même Grand Line.
Absolument tout est en train de trembler. Des tsunamis déferlent, des îles coulent. Absolument rien ne va. Et tout ça, c'est à cause d'un événement, Luluzia. 6 jours auparavant, le royaume dont le nom a été oublié s'est fait détruire par la Mother Flame. Et à la place, il ne reste plus qu'un trou béant. Un trou où la mer s'engouffre. Les séismes ont provoqué une élévation du cours de la mer d'1 mètre. Et ça a changé le destin de tant de monde. À queue d'étrave, les révolutionnaires s'inquiètent, tout comme au village Fuchsia où les vagues frappent l'île de façon très violente. Une chose est sûre, le monde de One Piece va très mal. Les news arrivent et ça c'est juste incroyable. On voit les réactions du village Fuchsia. Et c'est pas rien pour le coup parce que le village Fuchsia c'est le village de Garp. C'est le village où Garp a sans doute grandi, en tout cas le royaume de Goa. On le sait très bien. Donc forcément tout le monde est attaché à lui. C'est un héros. Tout le monde a suivi en fait toutes ses aventures, en tout cas s'ils le peuvent. Depuis qu'ils sont tout petits en disant waouh Garp le héros, je veux devenir marine. Je veux devenir aussi cool que lui. Moi je veux un jour que Garp le héros je le rencontre. Oui, pas souvent ici. Moi j'ai juste envie de le voir passer. Oui. Tout le monde, sauf Luffy. Ouais, il aime bien son grand-père quand même, hein. Ouais, mais il s'est pas dit, ouais, je veux devenir marine. Oui, ouais, c'est pour autre chose. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, ça fait plaisir de voir que tout le monde s'inquiète quand même pour Garp. Et les événements, ils ont filé à une vitesse. On a l'impression qu'on est rentré dans cet arc et les événements vont encore plus vite qu'avant. Ok, on savait que Morgan, en fait, il faisait le journal dès le lendemain, il avait toutes les informations, mais là, on s'attendait pas en fait à avoir un mini tour du monde. Bon, là, c'est vraiment mini, on voit que le village Fuchsia dès maintenant. Obslap, il est là et il temporise un peu les choses. Après tout, c'est un peu son rôle, c'est lui le maire du village, donc il est là pour rassurer un peu la population, pour leur dire, bah écoutez, Garp, c'est un grand héros, forcément, il peut pas perdre, il peut pas mourir, voilà, tout simplement. Il est un petit peu trop dans la légende de Garp. Garp a quand même vieilli. D'ailleurs, Obslap lui-même est vieux. C'est le maire du village. Depuis le début, il est là. Il est quasiment apparu au tout début de One Piece. En fait, il est apparu au premier chapitre de One Piece. Cet homme est un véritable mystère également. Comment cet homme est devenu maire du village ? C'est peut-être pas un grand mystère, mais est-ce que lui et Garp ont grandi ensemble? Est-ce qu'à un certain moment, les deux se sont décrochés? On a appris très récemment que Garp n'est jamais né puissant. Peut-être que les deux avaient des rêves. Et ensemble, ils ont grandi jusqu'au moment où Garp en fait, est détaché pour aller dans la marine, et lui, il est parti ailleurs. Devenir maire d'un village, Ice Blue, c'est sans doute pas très glorieux. Mais c'est glorieux en fait pour protéger les siens, pour devenir quelqu'un d'important là où tu as grandi. Personnellement, je peux comprendre ça, et c'est quelque chose de très honorable. Pour le coup, est-ce que Obslap, il a pas un passé caché, un passé avec Garp où ils ont essayé de faire des choses quand même ensemble. Ça, ce serait génial d'avoir non pas ça dans l'histoire principale, mais d'avoir en fait dans des SBS, dans une petite histoire annexe qu'Oda aura racontée ou qu'un autre mangaka en fait dessinerait, les aventures d'Obslap. Franchement, il faut trouver la façon de prononcer son nom, moi je trouve ça incroyable. Et de Garp, ce serait agréable. Et là, on a la petite apparition qui fait plaisir, on a le bébé de Makino. Franchement, on était super contents, d'ailleurs, on s'attendait peut-être à avoir quelques révélations supplémentaires. On ne sait toujours pas qui est son père, bon, bah soit, on va patienter encore un peu, même si franchement... Ouh, ça tire, ça. Oh mon dieu, mais ce personnage, c'est un mystère à lui tout ça. On avait pourtant l'impression d'ailleurs que ce bébé avait la couleur de cheveux de Makino. Apparemment, ce n'est pas le cas, peut-être qu'on s'est trompé, ou peut-être qu'il a changé de couleur entre-temps, on ne sait pas trop. Là, les cheveux n'ont pas l'air d'être verts. En tout cas, c'est pas la même couleur que ceux de Makino. Est-ce que c'est un indice pour la suite? On ne sait pas trop. Il y a eu plusieurs théories sur le sujet, et des théories des fois un peu loufoques. La première théorie, eh bien, c'est que c'est le fils d'Ace. Bon là, pour nous, ça ne colle pas du tout en termes de date, bah c'est pas... Il était parti déjà depuis bien longtemps, donc pour nous, c'est tout simplement pas possible. On voit pas Ace être revenu pour ça. Deuxième théorie, c'est le fils de Sabo. Là aussi, on trouve que c'est pas top en fait comme théorie. En fait, on sait très bien qu'ils ont une différence d'âge, qu'ils considéraient Makino comme une grande sœur. Si c'est une grande sœur, en fait, c'est très rare que ça puisse changer entre guillemets. Même si dans les mangas, ça change assez souvent. J'ai des exemples en tête, mais pour le coup, non, on n'y croit pas pour Ace, pas plus que pour Sabo. D'ailleurs, Sabo, il ne semble n'être jamais revenu sur place parce que Dadan et les autres n'ont jamais revu Sabo. Ils le disent eux-mêmes. Ils viennent d'apprendre que ce Sabo, en fait, il est vivant. Donc, alors que l'enfant de Makino était déjà né. On met ces deux-là de côté, ça c'est certain. La troisième possibilité, ce serait que ce soit le bébé de Shanks. Là, ça colle déjà un peu plus. C'est vrai que Shanks, il passait son temps dans le bar de Makino. Peut-être pas que dans le bar, du coup. C'est horrible cette blague. Excusez-moi, je suis parti trop loin, j'avoue, je suis parti vraiment trop loin. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir une relation entre les deux, que Oda n'ait pas voulu montrer dès le départ, mais qui soit bien présente, et ça serait quand même
plutôt agréable. Ouais, moi aussi, j'aimerais beaucoup que ce soit Shanks et ça donnerait beaucoup plus de profondeur. D'ailleurs, on a déjà fait des théories comme ça et une des théories qu'on avait fait sur le bébé de Makino, ce serait que c'est le fils de Shanks, mais surtout l'héritier de Luffy. Shanks a donné son chapeau de paille à Luffy et Luffy, à la fin de ses aventures, se dirait il faut perpétuer tout ça, il faut continuer tout ça, perpétuer l'âme de Joy Boy. Et ben, je te le donne à toi, fils de Shanks. Peut-être que Shanks est mort entre guillemets, mais en gros je t'accorde ma protection tout simplement. N'oubliez pas que les grands pirates, leurs enfants en fait sont traqués. C'est comme pour Ace en fait, il n'avait aucune chance de survivre parce qu'il était le fils de Gold Roger, il a été protégé par Garp. Et là, si le fils de Makino c'est le fils de Shanks, il faut la protection de Luffy au minimum. On a aussi entendu une quatrième possibilité, c'est que ce soit le fils de Dragon tout simplement, parce que Makino dit grand frère Luffy. Honnêtement, on n'y croit pas trop, après rien ne prouve le contraire, mais on pense surtout que grand frère Luffy, c'est dans le sens finalement comme on entend souvent en Japon, voilà, c'est plutôt une abréviation, c'est un mot gentil, mais pas forcément vraiment pour désigner le grand frère. Je suis d'accord avec toi là-dessus, et pour moi ça peut pas être Dragon non plus, lui aussi il peut pas retourner au village Fuchsia, les gens l'auraient vu, d'ailleurs ces hommes aurait su qu'il s'était absenté et cet homme, on le sait très bien, il n'a jamais décollé des révolutionnaires depuis qu'il les a créés. Il a même abandonné sa famille. Il n'aurait jamais pris le risque que quelqu'un puisse l'apercevoir aussi proche de cet endroit. C'est compliqué pour moi. Et enfin, la dernière théorie, et on pense que c'est pas si déconnant aussi, au même titre que Shanks, ce serait peut-être le fils de Garp, tout simplement. Garp, il a pas l'air net, moi je dis que c'est un vieux pépé un peu pervers. Non, je blague. Mais en tout cas, ça peut être intéressant en vrai. Ça peut être intéressant que ce soit Garp, le père de ce bébé. C'est pas trop dans les mœurs japonaises, je pense. Mais c'est pas une possibilité à exclure. En tout cas, encore une fois, rien ne prouve le contraire, donc on ne peut pas l'exclure effectivement. Bon, même si on pense plus que c'est Shanks, le papa. Dadan, c'est une vraie pleureuse, mais c'est pas pour nous déplaire forcément, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on la voit, elle est toujours en train de pleurer. Bon, on l'a vu pleurer pour Ace, mais là, forcément, on comprend quand même. On l'a vu pleurer pour Sabo, forcément ça a dû lui faire un choc, et là, on la voit encore pleurer pour Garp. Nous, notre inquiétude, c'est est-ce qu'elle va encore pleurer pour Luffy pour la prochaine fois? On ne sait pas, mais honnêtement, on n'espère pas. Franchement, c'est un personnage qu'on apprécie énormément, et la voir pleurer, ça nous fend toujours le cœur. Pourtant, elle n'est pas apparue si souvent, mais c'est un peu la mère de substitution de Luffy, de Sabo, d'Ace, donc l'attachement, il est quand même là. Et là, on passe au gros de cette première partie, le tremblement de terre. Le tremblement de terre, il est terrible, il est horrible. Mais ça a permis une chose dans One Piece, et ça a permis une chose pour Oda, c'est de remontrer énormément de personnages qu'on adore tous, et qu'on est heureux d'avoir revus, tout simplement. On a Momonosuke, évidemment, qu'on a quitté il n'y a pas si longtemps, mais on voit Momonosuke en fait de dos en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est juste génial. On le voit à Wano. On aurait bien aimé voir Yamato aussi, mais je crois que sur l'image, il y a juste les villageois en bas. Et on le voit justement un peu en hauteur, en train de superviser Wano. Ça, c'est quand même agréable. Oui, le chapeau du shogun. C'est vrai, il a bien pris ses fonctions. Ça, c'est plutôt bien, c'est vrai. On a aussi, et ça c'est un point très essentiel, Iceberg. Et ça, c'est pas un hasard pour nous. Iceberg est là, avec les membres de la Gale et la compagnie. C'est génialissime. Mais il y a quelque chose qui nous a sauté aux yeux dans le live d'hier, justement, parce que c'était un live sur Water 7, sur un quiz sur Water 7. Iceberg, il avait un énorme projet. C'est que l'Aqua Laguna détruisait à chaque fois Water 7 un peu plus. Et d'ailleurs, la dernière Aqua Laguna, celle en fait qu'on a vue, nous, c'était une gigantesque, une grandiose qui a vraiment quasiment détruit les lieux. Et il a pensé à la fin de Water 7 à faire quelque chose d'encore plus grandiose que ce que Tom avait fait. Non pas créer des trains des mers, mais créer une île qui flotte et qui monte au gré des vagues. On voit très bien dans ce chapitre que le séisme a créé un énorme tsunami qui a emporté des îles entières. Et si Water 7, en fait, il avait réussi à faire ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire remonter Water 7, mettre des sortes de pilotis qui fait que la ville flotte, exactement comme le bateau tout simplement, et que le tangage soit pas énorme. Ce serait génial, et ce serait une des grosses solutions pour en fait sortir certaines villes, certains royaumes en fait, certaines îles de l'eau. Et ce serait génial. S'il arrivait à faire ça très rapidement, on l'a vu dans les constructions de One Piece, c'est pas si déconnant en fait de le faire très rapidement, ce serait une solution. On pense que ce clin d'œil d'Iceberg, sur Iceberg, c'est ça en fait. C'est pour bien préparer le rôle d'Iceberg pour empêcher des îles de prendre l'eau. Mais là, le plus important, c'est quand même l'utilisation de la Mover Flame. Honnêtement,
Ce qui s'est passé, c'est vraiment atroce. C'est pire que la bombe atomique. Là, l'île, elle n'existe plus du tout. Il y a un trou béant au sol. On n'ose même pas imaginer comment les gens, avant que ça arrive, les gens sur l'île, qu'est-ce qu'ils ont pu penser? Je sais pas, moi je trouve ça vraiment horrible. Et même l'impact après, on sait que la bombe atomique, ça avait énormément d'impact sur la zone, sur la ville qui a été touchée. Mais là, c'est pire. La chose a été totalement détruite, la chose. Lulusia a été détruite. L'île n'existe plus. Il y a un trou béant qui n'est pas refermé après plus de 6 jours. L'eau s'engouffre à l'intérieur et le choc a créé un tsunami qui a fait trembler le monde entier. Enfin, qui a fait un séisme qui a fait trembler le monde entier et ça a créé un tsunami qui a déferlé partout, qui a fait monter en moyenne l'eau de 1 mètre. C'est juste énorme, c'est aberrant à quel point c'est violent. Et ben ça, il y a énormément de choses à analyser là-dedans. Premièrement, on avait fait cette théorie il y a plus d'un an de cela. Encore une fois, c'était exactement la même théorie où on parlait de de Lili Nefertari, où on évoquait son existence alors qu'aucun indice donnait en fait que Lili Nefertari existait. Et ben dedans, on disait que Lili Nefertari utilisait en fait une forme de Pluton. Et cette forme de Pluton, elle pouvait détruire une île de A à Z et laisser un trou béant, tout simplement à cause d'Enies Lobby. Pour nous, à Enies Lobby, Pluton a été utilisé. Pluton a détruit cette île, l'île qui était à cet endroit avant, et a laissé ce trou béant qui aujourd'hui est encore existant. L'eau coule à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, le Gorosei s'est rendu compte qu'en fait, une des armes de Vegapunk pouvait être assimilée à Pluton, pouvait être assimilée en fait à ce pouvoir de destruction énorme. Et en l'utilisant, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était exactement la même chose. Mais eux, ils pouvaient l'utiliser à grande échelle, encore et encore et encore, sans avoir besoin en fait de Lili Nefertari ou sa descendance. Ça colle totalement à la théorie qu'on a fait. Là, franchement, je suis épaté. Franchement, je suis épaté parce qu'on a eu une vision et c'est magnifique à quel point cette vidéo, il faut aller la voir pour comprendre à quel point on a eu du pif. Si on n'oublie pas, on essaie de l'afficher en haut à droite. Si on n'oublie pas. Sinon, ce sera en description. Pour le coup, on va vraiment la mettre en description. On va se répéter encore une fois, mais Lulusia a vraiment changé la face du monde. Et c'est vraiment l'exemple que le Gorosei voulait faire pour tout le monde en fait, pour tous les autres pays, parce que là on va l'apprendre après, mais ils veulent en créer d'autres de ces armes, ils veulent créer plusieurs Motherflame. Ils vont sans doute les poster un peu partout à des endroits stratégiques, ils vont très certainement pouvoir faire un peu de chantage finalement avec ces pays qui ne voudraient pas les écouter ou ce genre de choses. Et ça va être vraiment très important pour la suite de One Piece. Dans une période où Oppenheimer sort avec la bombe atomique, la création de la bombe atomique, tout ce qu'on voit autour, ça fait totalement sens. D'ailleurs, il y a un point de plus avec cette arme, on l'a toujours dit, on le dit encore, pour nous, c'est juste l'arme qui change la température d'une île, en fait, qui la rend habitable. On a vu, en fait, que Vegapunk a dit qu'il avait créé cette chose pour, en fait, voilà, il avait créé quelque chose, en fait, pour changer la température du sol au nuage. Bah donc il faut bien que ce soit dans un nuage alors pour changer cette température. Et c'est exactement ça. Pour nous, c'est cette chose qui est déplacée un peu partout et qui est utilisée pour changer la température. Allez, 20 degrés, c'est très bien. Tout le monde 20 degrés, 25. Allez, tu veux être en été, 30 degrés, c'est très bien. Sauf que là, il y a un bouton qu'on peut péter un peu plus et aller vers 10 000 degrés. Il n'avait pas prévu ça, mais York l'a prévu. Et en l'utilisant, ça désintègre tout, sans aucune exception. Sauf que ce genre d'arme, pourquoi ça chaufferait pas l'atmosphère aussi dans l'utilisation? Parce qu'en mine de rien, quand tu chauffes quelque chose, bah, tout ce qu'il y a autour, on prend de la chaleur, c'est les lois de la thermodynamique. Ça a un impact finalement, ouais, effectivement. C'est un impact un peu comme tout simplement l'effet de serre qu'on connaît tous actuellement. S'il y a un endroit où ça chauffe un peu trop, il y a la fonte des glaces et forcément ça impacte un peu partout dans le monde également. Exactement, et ça va pu faire élever de quelques degrés la température du globe entier. Pendant même quelques minutes, quelques secondes, on ne sait pas, ça fait fondre beaucoup de glace, beaucoup d'icebergs, et pouf, la montée des eaux ne sera pas juste momentanée, mais elle sera perpétuelle. Tout le globe, en fait, cette température fente fait que le niveau des océans a beaucoup trop monté. Et voilà pourquoi Iceberg a vraiment une utilité. Si beaucoup d'îles se retrouvent sous l'eau, cet homme va avoir du travail, mais énormément de travail. Au large d'Egghead, la flotte de Saint-Saturne est présente. L'île est encerclée de plus de 100 navires, bien plus que pour un simple Buster Call. 20 grands cuirassés sont présents pour un total de 30 000 marines. Et surtout, 9 vice-amiraux et 1 amiral. Les Sea Beasts essayent de les tenir à l'écart, mais la girafe se prend un rayon directement venu du pont. Kizaru est dans la place, il ne va pas se laisser faire. Alors qu'en même temps, par Denden Mushi, Sentomaru lui parle et lui crie dessus. Il ne doit pas abîmer les Sea Beasts. Mais Kizaru lâche que ce n'est pas dans son intérêt. Toute chose cassée sera une perte pour le gouvernement. Mais à ce stade, le
CP0 n'a sûrement pas réussi sa mission. Sentomaru acquiesce et dit que c'est la faute des chapeaux de paille. La discussion continue et on comprend que leur lien est bien plus profond. Le laser des pacifistas a été développé par Vegapunk après qu'il ait étudié les capacités de Kizaru il y a des années de cela. Et à l'époque, Sentomaru était présent. C'est la raison pour laquelle il ne comprend pas que ce soit Kizaru qui a été choisi pour attaquer le vieux punk. Mais Kizaru lâche alors qu'il n'est qu'un simple rouage et qu'il ne peut protéger personne si ça concerne le siècle oublié. Et là, on retourne sur Agade, mais bon, c'est pas étonnant, c'était déjà annoncé dans le précédent chapitre. Ça peut faire plaisir à certains, mais on sait qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré qu'on reste un peu sur les histoires qui se passaient dans le reste du monde plutôt que de retourner voir les Mugiwara. Oui, nous y compris. Mais bon, c'est un mal peut-être pour un bien également. Parce que... Non, mais là, franchement, le chapitre est pas si mal. Voilà, le chapitre est pas si mal. Et on espère finalement que ce qui va se passer entre les Mugiwara sera peut-être aussi bien ou même mieux finalement que ce qui se passe dans le reste du monde. Je suis bien d'accord. Après, il faut voir pour la suite, mais pour l'instant, c'est plutôt sympathique. On n'a pas vu de flashback. En tout cas, on est dans des événements qui se passent après tout ça. Oda a fait exprès d'éluder l'ensemble, mais il faut voir si on aura un flashback dans les prochaines semaines. Ce serait un peu dommage. Et la flotte qui se déplace pour ce de Buster Call, volume je ne sais pas combien, mais c'était logique en fait. C'était tellement logique. On l'avait déjà dit, le Buster Call, il est désuet. Un Buster Call, ça n'existe plus en fait. Enfin si, ça existe pour des petits pirates, pour des petits trucs. Pour les Mugiwara à l'époque, ouais, c'était un peu limite en plus. Ok, les vice-amiraux, s'ils étaient dans la bataille, ça aurait tout changé, mais c'était pas le cas. Donc, vu le nombre de navires, c'était pas suffisant pour les Mugiwara, s'ils n'étaient pas du tout fatigués. Aujourd'hui, n'importe quel équipage de Yonko peut démonter un Buster Call facile, peu importe le nombre de vice-amiraux qu'il y a dessus. Là, ils ont fait quelque chose de bien. C'est ce que moi j'appelle un super Buster Call. Peut-être que la marine va commencer à utiliser ça de plus en plus à cause des pirates de plus en plus puissants, mais c'est vraiment intéressant. C'est ça qu'il fallait développer, c'est ça. Peut-être qu'on va même donner un autre nom à cette chose, à cette armada énorme, parce qu'il y a 10 vice-amiraux, 10 ou 8 9. Et il y en a 9, oui. 9 vice-amiraux, c'est vrai, 9, le chiffre de la souffrance. Et il y a un amiral. Et d'ailleurs, on a une centaine de bateaux qui se dirigent vers Agade, dont 20... 30 000. Oui, 30 000 hommes, mais 20... ah oui, je sais plus, 20 cuirassés... 20 cuirassés, je crois, si je me trompe pas. 20 grands cuirassés, effectivement. 20 grands cuirassés, donc au moment, ça fait vraiment plaisir de se dire que la marine met les moyens pour une fois, on voit qu'il n'y a pas de restrictions, c'est magnifique. Concernant ces 9 vice-amiraux, eh bien, on a des têtes qu'on a déjà vues mais qui n'ont pas été trop développées, et on a aussi de nouvelles têtes. Honnêtement, ma seule crainte, c'est que ces nouveaux vice-amiraux, ne soient pas vraiment à la hauteur, qu'on ait un peu comme les Tobiropo finalement, qu'on s'attende à énormément de choses et qu'au final, ce soit pas top. Oui, on appelle ça maintenant le syndrome Tobiropo. Des gens qui ont l'air vraiment badass, hyper puissants et compagnie, et puis ça se dégonfle d'un coup. Tout simplement parce qu'on est arrivé dans un moment de One Piece où la puissance, elle est vraiment puissante. On s'explique, c'est qu'en vrai, tout le monde était puissant à l'époque, il y avait des variations et compagnie, les combats étaient compliqués. Dans la marine, en fait, c'était pas juste à partir du grade d'amiral où t'étais puissant, c'était vraiment vice-amiral, t'étais très puissant, commodore t'étais déjà puissant, capitaine t'étais vraiment quelqu'un en fait qui pouvait tenir tête un minimum à certains personnages des Mugiwara. Aujourd'hui, il faut vraiment être vice-amiral minimum. Et encore, pour le trio Monster, si t'es pas amiral, on a l'impression que c'est un petit peu... à part si tu t'appelles Garp. Donc là, est-ce qu'on n'est pas dans un syndrome Tobiropo? On introduit des personnages qui ont l'air hyper badass pour ensuite les détruire facilement par la suite. Kizaru, on attend vraiment beaucoup de lui, ils vend du rêve depuis qu'il est arrivé. Il n'a jamais été battu, on n'a même quasiment jamais vu saigner, je crois qu'on l'a jamais vu saigner, mais les autres quand même, Doll, moi j'ai peur de l'aimer en fait, j'ai peur de l'aimer et qu'elle se fasse écraser comme on ne sait quoi par la suite. On a Doberman j'ai toujours apprécié, est-ce qu'il va avoir plus de cicatrices qu'avant? Ce sera tout ce qu'il va réussir à faire. C'est vrai que là-dessus on a vraiment peur, mais bon, on a envie de faire confiance, donc on verra ce que ça donne par la suite. Là en tout cas, on a un petit flashback Sentomaru, Kizaru et Vegapunk. Ça fait super plaisir et surtout c'est une grosse confirmation parce qu'on s'en doutait déjà, il y avait un lien entre Kizaru et Sentomaru, mais rien n'était confirmé et là on a enfin la confirmation. Bon, c'est vrai que c'est un flashback qui dure qu'une seule case, c'est un peu petit, c'est un peu court, mais c'est déjà ça. On comprend du coup le lien qui est entre ces trois là. Finalement, Kizaru a été étudié par Vegapunk et Sentomaru, comme il était là présent et qu'il est encore tout jeune, c'est vrai que ça a créé un petit lien tonton et qui est très agréable. Ils ont eu un lien très fort et Kizaru, ça se voit qu'il a pas envie de se mettre à dos Sentomaru. En fait, c'est pas comme ça. C'est juste qu'il a pas envie de perdre le côté, en fait, le lien qu'ils ont toujours eu. Heureusement qu'il a pas besoin d'attaquer.
Heureusement, en fait, là, le statu quo s'est établi. Parce que sinon, il aurait été déchiré lui-même. Il l'aurait fait. Il le dit lui-même. C'est un esclave. En gros, c'est en fait un espèce de rouage dans la machinerie. Et donc, il peut pas dire non. Si on lui dit d'écraser, il va écraser. On lui dit de tuer Vegapunk, il va tuer Vegapunk. On lui dit de tuer Santomaru parce qu'il est obligé. C'est son métier, c'est son travail. C'est l'esclave des dragons célestes. Et c'est un peu ce qui rend la chose triste. Dans un des navires, Saint-Saturne est en train de manger, il discute avec le vice-amiral d'Obermann. Il parle de la situation et de la prise d'otage. Et le vice-amiral lui donne toutes les infos que Santomaru a communiquées. Le Dôme est actuellement à 100% de sa capacité de protection, alors que les Mugi, les Vega, les Séraphins et 3 membres du CP0, Lucci, Stussy et Kaku, sont au-dessus du Dôme. En bas, de nombreux membres du gouvernement ont été enfermés par les Mark III et Santomaru. Depuis, 24 heures se sont écoulées, et la veille, de nombreux chercheurs ont été vus quittant les lieux et leurs bateaux ont été épistés. Saint-Saturne ordonne de les couler, car il est impossible de savoir s'ils sont au courant des recherches sur le siècle oublié. Doberman de son côté continue et il parle de Bonnet. Il annonce que la fille de Kuma a été aperçue sur place. Et là, Saint-Saturne annonce qu'ils n'en ont plus besoin. Ce n'est qu'une pauvre petite fille, donc forcément, il faut la laisser tranquille. Saint-Saturne mange tranquillement et il annonce directement il ne veut pas qu'on sache qu'il est présent. Donc là pour nous, ça signifie une seule chose, c'est qu'il ne veut pas se battre, tout simplement. Donc là, il n'y aura pas de combat. En tout cas, c'est ce que Oda veut nous faire croire. Est-ce que ça va changer après? Est-ce qu'il va changer d'avis? Est-ce qu'il y aura un élément déclencheur? Pour l'instant, on ne sait pas. Après, il a le titre de Dieu guerrier. C'est assez triste qu'il ne passe pas à l'action, mais en même temps, on n'a pas forcément envie qu'il se dévoile tout de suite. On sait qu'il va pas perdre. Est-ce qu'il va battre Luffy? Est-ce qu'il y aura une fuite? C'est très compliqué. Cette situation, c'est ce que moi j'aime personnellement, c'est qu'Oda crée de la nouveauté. On ne peut pas vraiment prévoir au centimètre près ce qui va se passer, et c'est ça qui est génial avec la saga finale. Wano, c'était facile à prédire. Luffy va gagner, il va perdre de temps en temps, puis il va remonter, il y aura une évolution. Je dénigre pas du tout Wano, moi j'ai bien aimé Wano, mais c'était un peu lissé. Alors que là, c'est surprise sur surprise. Saint-Saturne qui ne veut pas bouger, c'est étonnant. Petit point très important, c'est le chapitre de la bouffe. On l'a dit, on le répète, tout le monde ne fait que manger. Et ça inaugure que quelque chose de vraiment puissant. C'est-à-dire que tout le monde prend des forces avant une certaine bataille. Semble-t-il, il y a quelque chose qui va capoter, quoi. On sent quelque chose qui va capoter, et heureusement, tout le monde aura assez de force, en fait, pour rentrer dans une bataille. Est-ce que Kizaru va se faire exploser par le trio Monster? Est-ce que Saint-Saturne va devoir intervenir? On ne sait pas, mais ça pourrait vraiment être cool. Les infos sur le Dôme ont été données, bon, on s'en doutait, mais effectivement, lorsque le Dôme a atteint 100%, eh bien c'est tout simplement qu'il est intouchable, inaccessible. Les personnes qui sont à l'intérieur sont complètement protégées. Donc là, finalement, ils sont un peu dans une sorte de statu quo. Donc si Saint-Saturne veut que les choses bougent, eh bien il va falloir effectivement qu'ils trouvent une solution. Parce que tant qu'il est à 100%, ils ne pourront absolument rien faire. Et on a la bizarrerie du gouvernement. Saint-Saturne est assez bizarre dans ce chapitre. Je sais pas si vous l'avez forcément senti. Tout d'abord, il apprend que les chercheurs ont réussi à fuir depuis la veille. Et ils ont pisté ces chercheurs, ils ont pisté ces chercheurs et ils les ont retrouvés. Et il leur donne quoi? De les couler. Parce qu'il a peur que quelqu'un parmi eux apprenne des choses sur le siècle oublié. Et a appris des choses sur le siècle oublié et qu'il le transmette ailleurs. Donc, on prend pas de risque, on pète le bateau, on le détruit totalement. C'est exactement ce qui s'est passé à Ohara avec Akainu qui a détruit le bateau des civils. Et c'est sans doute en fait l'ordre qu'il a eu du gouvernement. Pour le coup, là aussi, ils ont ordonné à ce que Nico Robin soit poursuivi et que même si c'était une enfant, on l'a détruit cette jeune fille. Et là, ce terme est très important, cette petite fille, parce que ça va vraiment être donné dans ce chapitre. Peu de temps après, Doberman apprend à Saint-Saturne que Bonnet est sur place. Et est-ce qu'il faut l'arrêter? Est-ce qu'il faut la pourchasser? Non. Il dit non. Non, c'est la fille de Kuma, elle a bien assez souffert, nani nanana, on n'a plus besoin d'elle, et on peut la laisser partir. Et là, il y a un souci. Le gouvernement, depuis quand, laisse les pirates partir? Laisse les hors-la-loi partir? Et surtout, laisse quelqu'un qui était sur Egghead partir? À quel point? Pourquoi? À quoi ça sert? Ça n'a pas de sens. En fait, on a pas mal de théories là, du coup. Premièrement, c'est la théorie du siècle oublié. Le siècle oublié, c'est juste la chose que le gouvernement redoute le plus au monde. Ça, on le sait très bien. Mais c'est la seule chose que le gouvernement juge avoir mal fait dans sa vie. Mais une chose qui peut faire retourner l'ensemble du monde contre eux. Donc ils vont détruire toute personne qui touche de près ou de loin au siècle oublié. Sinon, pour tout le reste,
ils ont une sorte de magnanimité. Le Conseil des 5 anciens va toujours choisir le truc le plus agréable pour des personnes en fait qui leur sont pas chères, mais en gros qui ne sont pas des esclaves, donc qui pour eux rentrent dans leur système de citoyenneté. N'oubliez pas que les Grecs anciens, ils avaient en fait leur citoyenneté. Si tu étais citoyen grec, et ben rien ne pouvait t'arriver, entre guillemets, la société te protégeait. Mais dès que tu étais esclave, tu étais rien du tout, et ben pouf, il pouvait t'arriver ce que tu voulais, t'étais dans les ennuis, point barre, personne n'allait te protéger. Là, c'est la même chose. Si tu as le titre de citoyen et pas d'esclave, et que tu vas être protégé en fait par le gouvernement, tu vas être protégé par les 5 anciens tant que faire se peut. C'est peut-être ça que montre réellement Oda là-dedans. C'est la dichotomie entre ce qui touche au siècle oublié et ce qui ne touche pas au siècle oublié. Ce n'est pas du tout en fait une forme de manichéisme ou autre chose. Non, non, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe qu'Oda essaie d'introduire dès maintenant. Deuxième solution, il y a peut-être un pacte qui a été fait avec Kuma. N'oubliez pas que c'est l'esclave des dragons célestes, mais c'est surtout l'esclave invincible. On sait qu'il est d'une espèce différente. Peut-être que Kuma, tant que sa fille est vivante, eh ben son programme fait qu'il ne peut pas penser par lui-même. Il doit tout le temps retourner à Marie-Joise, il doit tout le temps obéir au dragon céleste, mais si jamais l'information arrive à lui que sa fille est morte ou que sa fille a été attrapée par le gouvernement ou on ne sait quoi, eh ben il va sortir de sa transe et il va pouvoir faire ses choix et se retourner contre le gouvernement. Et si le Conseil des 5 anciens le sait, peut-être qu'ils essayent de ménager Bonnet. D'ailleurs, en fait, on l'a bien vu, Akainu avait ordre d'attraper Bonnet, de l'emmener à Marie-Joise, et c'est ce qu'il avait fait durant l'ellipse, et ensuite elle s'est évadée. Mais en vrai, quel pirate finit à Marie-Joise ? Même si c'est descendant droit. Quel pirate en fait a l'occasion de s'enfuir de Marie-Joise et de revenir plus tard ? C'est assez étonnant cette histoire. Il faut avoir le flashback de Kuma pour tout comprendre. La marine détecte un appel provenant d'Aged, une communication qui est dirigée vers Marie-Joie. Et les experts en interception de la marine informent Kisao de la situation et lui expliquent même le fonctionnement de l'escargophone noir. Ça lui permet de tout réceptionner, alors forcément, il écoute la conversation. Et derrière tout ça, la personne qui parle, eh bien c'est York. Elle demande au Gorosei des explications. Elle veut savoir pourquoi est-ce qu'ils essayent de la tuer. Elle a pourtant tout fait comme il faut. Elle les a informés de la trahison du vrai Vega. Mais ça Marcus Mars lance qu'elle fait elle-même partie de ces Vegas. Alors forcément, York rétorque qu'elle ne les aurait pas informés si le siècle oublié l'intéressait. Gandhi prend alors la parole et lance qu'elle a survécu longtemps. Mais il veut avoir des précisions, il veut savoir où est le CP0 et qu'est-ce qui est arrivé au chapeau de paille. York de son côté répond qu'elle a survécu la nuit grâce aux Séraphins, mais elle ne comprend pas pourquoi tous ces bateaux et se demande même s'ils ne chercheraient pas la guerre. Jupiter annonce alors une nouvelle, ils ont changé d'avis. Si York peut reproduire la Mover Flame, eh bien ça change tout. Elle a beau être étonnée, elle répond que oui, mais qu'elle doit avoir l'accès total au labo pour le faire. Alors forcément, il ne faut ni la toucher, ni toucher au labo. Et avant tout, le plus important, il faut faire une chose. Il faut la sauver, car elle a été capturée par les Mugiwara et actuellement elle est enchaînée au sol. Forcément, la nouvelle bouleverse littéralement toutes les personnes qui les écoutent, alors que les Mugiwara de leur côté menacent le satellite et l'obligent à négocier pour sa survie, mais aussi pour que eux-mêmes puissent sortir de ces lieux. Et là, c'est la fin du chapitre. Ce chapitre, il était plutôt bien. En vrai, c'était pas comme les autres, mais il restait quand même bien. Ça reste du haut niveau. Et pour le coup, en vrai, la petite discussion, elle était juste incroyable. Que York appelle les dragons célestes et que tout le temps, on ne voit que son visage, on se doutait qu'il y avait quelque chose. Mais on ne savait pas. Jusqu'à la fin, on se disait... Elle a attrapé les Mugiwara. Les Séraphins, en fait, ont réussi à battre les Mugiwara. Alors là, franchement, ce serait un choc énorme, vraiment énorme. Mais non, le choc était inverse. York a été attrapé. Et en gros, elle est en train de nous faire, en fait, une Robin avec « Sauvez-moi » Mais... Ce passage est juste épique. On s'y attendait, mais pas du tout. Et c'était vraiment trop bien. Ouais, pour le coup, vraiment, c'était une Robin inversée. Et là, c'est le gouvernement qui doit aller sauver leur Robin à eux, en fait, leur York. Moi, je trouve ça juste génial. Ah oui, non, c'est juste magnifique. La référence, elle est belle. Très très belle. D'ailleurs, on en reparlera après, mais il manque des personnages, dont Robin. On admet que là, on est quand même très très content parce qu'on a enfin la confirmation. C'est bien York qui a vendu du coup l'arme de Vegapunk. On s'en doutait déjà, on faisait pas mal de petites théories là-dessus, mais là, on a carrément la confirmation. Elle a vendu la Mover Flame au gouvernement. Pour nous, du coup, c'est aussi une confirmation que la Mover Flame, ce n'est pas une arme de base. Vegapunk, il ne crée pas d'armes à l'origine. Il fait vraiment des choses pour défendre les gens. Il crée les pacifistas pour que ce soit des pacifistes, pour que la paix puisse continuer à régner. Il ne fait pas des armes pour tuer des gens tout simplement. Donc là, pour nous, effectivement, ça confirme que York, elle a tout simplement modifié ce qu'a créé Vegapunk pour en faire une arme de destruction massive.
Et donc c'est sans doute l'arme qui change le climat. On a hâte d'avoir cette confirmation, on est quasiment certains de nous, et on a hâte de pouvoir crier c'est bien, on avait encore raison. C'est juste fou ce qui se passe, nos théories sont toutes validées les unes après les autres, et même les théories qui datent d'il y a 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, mais c'est juste fou. Et d'ailleurs, en vrai, on ne voyait pas d'autre chose pour échanger contre un titre de Dragon Céleste, il fallait bien quelque chose qui soit assez puissant, assez cool, assez utile pour le gouvernement mondial. Alors là, la Mother Flame, il n'y a pas plus utile, donc l'échanger contre un titre de Dragon Céleste, c'est le minimum. D'ailleurs, elle négocie à nouveau. Tellement l'arme a plu à Im-sama et au gouvernement, ils se sont dit, on a changé d'avis. Et ben maintenant, carte sur table, qu'est-ce que tu veux? Et donc là, elle énumère. Alors, je veux bien un titre de Dragon Céleste, je veux bien... Qu'on ne me fasse pas de mal, s'il vous plaît. Qu'on me fasse pas de mal. Je veux bien qu'on fasse pas du mal au labo parce que mine de rien, j'ai besoin du labo. Et d'ailleurs, sauvez-moi parce qu'ils m'ont un peu ligoté. Et donc voilà, ça c'est juste génial. Cette scène, vraiment, elle va rester dans ma tête pendant très très longtemps. D'ailleurs, la tête d'Usopp avec son petit... le Dandelmushi qui tient, c'est fou. Tout le monde faisait aucun bruit en regardant tout ça, en disant... Bon, bah, quand est-ce qu'on peut parler là? Et Luffy... Ah, moi je trouve ça magnifique. Les Mugiwara sont là, mais il manque encore des personnages. C'est vrai que sur une case, on peut peut-être pas mettre tout le monde, mais il y a des personnes quand même assez importantes qu'on ne voit pas du tout. Par exemple, où est Robin? Pourquoi elle n'est pas là? Bon, en tout cas, on ne pense pas qu'elle se soit fait capturer parce que Rob Lucci est là tout simplement. S'il avait été capturé, je pense qu'on n'aurait au moins pas vu Rob Lucci, ce qui me semblerait un peu plus logique. On a aussi Stussy et Kaku qui ne sont pas présents, mais encore une fois, on ne pense pas que ce soit eux qui aient capturé Robin, tout simplement parce que Stussy, elle a viré un peu de camp. Donc pourquoi est-ce qu'elle irait s'embêter à aller capturer Robin? Ça n'a pas trop d'intérêt. Peut-être que tous les trois sont en mission quelque part, ou en train de faire quelque chose de très particulier. Alors les Séraphins aussi ne sont pas là, et ça aussi on se pose pas mal de questions. Est-ce qu'ils ont été battus, enfermés? On sait que Zoro était parti à la recherche de bébé Mihawk. Est-ce qu'il a réussi à le battre? Donc ce serait un premier pas pour battre réellement Mihawk, ou alors juste surpasser en fait tous les Séraphins. Est-ce que Kuma, le bébé Kuma, a été battu par la team Luffy Lucci, ou alors est-ce que Luffy s'est juste transformé en Gear 5 et puis bam, fini? Comment Usopp s'est sorti en fait de ce pétrin parce qu'il était en pierre? Franky aussi, il y en avait pas mal qui étaient en pierre et là on sait que qu'ils ne le sont plus. D'ailleurs, il y a pas mal de Vegapunk qui manquent, il y a Edison, la première qui est apparue, comment elle s'appelle encore? Lilith, oui, Lilith, tu as... Mais non, pas les autres. J'ai complètement oublié le nom des autres, c'est fou. Le robot, là, avec la tête qui sort, également. Tu en as plein, en fait, qui manquent. Shaka, est-ce qu'il a été réparé? Il n'a pas été réparé? Est-ce qu'on a pu le sauver? Est-ce qu'on n'a pas pu le sauver? Tout ça, ce sont des questions, en fait, qu'il faut vraiment élucider par la suite. Et on espère, par contre, que ce ne sera pas un flashback, mais une explication. Parce que si c'est un flashback, c'est comme si, en fait, on remontait encore, et on voyait... On a déjà la finalité. Ouais, ça serait un peu comme une perte de temps finalement. On a plutôt envie d'avancer plutôt que de retourner sur des éléments. Enfin, revoir tout ça, honnêtement, ça ne nous intéresse pas plus que ça. D'ailleurs, la seule chose qui nous intéresserait dans un potentiel flashback, c'est si on voit l'équipage de Barbe Noire qui débarque. Et donc peut-être qu'ils ont enlevé Robin. Mais on n'y croit absolument pas. Beaucoup de personnes m'ont dit en fait durant le live, mais on n'y croit pas, tout simplement parce que les Mugiwara n'ont pas l'air affolés. Ce serait impossible de toucher à Robin sans que tout le monde soit dans la violence extrême et en train en fait de projeter, d'aller démonter les hommes de Barbe Noire qui ont fait ça. D'ailleurs, normalement, la logique veut qu'il n'y en ait que 2 qui étaient sur place, Katarina Devon et Lafitte, les 2 qu'on n'a pas vus. Donc évidemment, ça nous semble assez peu crédible que ces 2-là aient pu, même s'ils sont experts sans doute en infiltration, rentrer sur place, enlever Robin et repartir sans que tout l'équipage débarque et... Franchement, le truc t'est démonté à vie si jamais tu touches à Robin. Et enfin pour finir, on se pose une question. Cette conversation, c'est le reflet d'Ohara, clairement. On est sur une île qui va être condamnée parce qu'elle fait des recherches sur le siècle oublié. On a une conversation entre une personne importante des lieux et le Gorosei. Donc vraiment, on est sur le reflet d'Ohara. Mais cette conversation, pour le coup, c'est avec York. Cette conversation va sans doute tourner. Est-ce que Luffy va parler aux 5 anciens? Pour la première fois de sa vie, est-ce qu'il va s'adresser directement aux 5 anciens? Ça, ce serait vraiment génial d'avoir cette part de conversation. D'ailleurs, Luffy a l'air de totalement s'en foutre de ce qui se passe en fait avec le Dandamushi, des personnes qui sont derrière. D'ailleurs, il va même pas comprendre qui sont les 5 anciens, et même si on lui explique, il va oublier demain, il va oublier dans 1 minute, il va oublier dans 2 secondes. C'est pas son genre. Mais si Im-sama prend la parole.
parce qu'on ne peut pas le voir, on peut l'entendre. Et si Im-sama parle directement avec celui qu'il a compris être Nika, et que ça réveille quelque chose, et que Nika parle à travers le fruit du démon de Luffy, ou je ne sais quoi, ce serait juste génial. Ça, en fait, on aurait peut-être la première interaction entre ces monstres du gouvernement et en vrai le dieu Nika. On aimerait beaucoup. Et voici les petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, on aura un petit flashback de ce qui s'est passé à Egghead. Honnêtement, nous on n'aimerait pas, mais c'est sans doute inévitable. Numéro 2, la quête de Robin, c'est de trouver le géant antique et surtout de l'analyser. Il y a peut-être des informations qui est liées au siècle oublié qui est lié à celui-ci. Numéro 3, on verrait la communication entre Luffy, les 5 anciens et Im-sama. Et ça, ce serait juste épique. Numéro 4, la Mother Flame est sur place. En tout cas, elle se déplace lentement et elle va recouvrir Egghead. Vegapunk comprend enfin les choses. Numéro 5, les Mugiwara quittent l'île et ils utilisent York comme bouclier. Et enfin, numéro 6, direction la Lune. Et oui, parce que c'est une de nos théories, mais de rien, et on aimerait bien que ça se vérifie celle-ci, même si elle est un peu loufoque. Et puis voilà, vous m'avez écouté jusqu'à la fin, ça c'est super sympa. Et voilà, et c'est tout, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Et voilà les accords One Piece, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, mine de rien, elle a été longue. Petite précision, Copper m'avait dit au début, ne t'inquiète pas, ça va être une review très rapide. Mais dénonce pas. Oui, je dénonce, j'avoue. Et finalement, on a fait que blablater, donc... Je sais pas combien de temps ça fait, mais notre record, je crois que c'est 37 minutes. 37 minutes pour une review, après c'était des reviews hyper conséquentes. Mais de rien, il y avait des choses à dire là-dessus, je m'en doutais pas. Mais il y a vraiment pas mal de théories à faire, ou pas mal de théories qu'on va faire. On ne sait pas si on la sort samedi cette vidéo, ou dimanche matin, ce qui permettrait à tout le monde de la voir tranquillement le dimanche. Ce serait pas déconnant. Ouais, ça nous permettrait d'avoir un peu plus de temps pour nous, parce que c'est vrai que là, ça va être assez compliqué de faire une aussi grosse review. Et surtout que sachant que dimanche, bah, on a aussi des trucs de prévu, donc... Ouais, bah, tu m'as presque convaincu, là, dimanche. Allez, ok, dimanche. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos, évidemment, les théories qu'on sort, du coup, qui sont validées les unes après les autres. Les vidéos résumées, et bientôt, on a fait d'ailleurs un feat avec quelqu'un dans la dernière vidéo résumée. Et ça va continuer, on va essayer de faire un feat par vidéo résumée. Évidemment, il y a énormément d'autres vidéos, dont les tops. N'oubliez pas également de laisser le petit like, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.